Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. C'est une question qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Sommes-nous encore en démocratie? Aux éditions de l'Observatoire, Natacha Polony est avec nous. Bonjour. Bonjour. Directrice du magazine Marianne. Oui, Natacha Polony, petite précision en passant, puisqu'on évoquait tout à l'heure la guerre des bandes, les rixes assez sanglantes dans l'Essonne. Un commentaire avec vous. Et puis, Elisabeth Lévy disait, oui, est-ce qu'il n'y a pas eu un mort à la guerre des boutons et tout? Donc, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui se disaient, oui, tiens, mais est-ce que... Non, c'est pas dans cette histoire. Dans la guerre des boutons, même si c'est brutal, même si c'est rude, ça reste bon enfant. Ils finissent par se battre tout nus pour éviter de se faire arracher les vêtements par la bande adverse. Non, en revanche, je pense qu'Elisabeth devait penser à Sa Majesté des Mouches, qui est une réflexion sur des enfants naufragés sur une île. Et c'est un processus de destruction de la civilisation, c'est-à-dire que petit à petit, ils retournent à l'état sauvage, c'est-à-dire à l'état violent, et ça finit en effet par un mort. Et c'est pour ça qu'il faut un cadre, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, qu'il faut un cadre dans ces quartiers et avec ses enfants, quoi. C'est difficile à trouver, bien sûr. Là où Elisabeth avait tout à fait raison, c'est que le cadre se construit très tôt. En fait, l'apprentissage des limites, des règles morales, du fait qu'on doit se retenir, contrôler ses pulsions, ça se fait extrêmement tôt. Donc c'est un processus complexe. C'est à la fois à travers la famille et les autres institutions que sont l'école. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la famille qui apprend la loi, puis ensuite il y a l'école, c'est la confrontation à la loi extérieure à celle de la famille, et puis l'école, en fait, c'est la première institution qui permet ensuite d'aller vers les autres institutions, c'est-à-dire celle de la République, c'est-à-dire cette idée que nous avons une loi qui est délibérée en commun, mais qui nous empêche de franchir les limites. Alors, ça nous amène cette structuration de la société sur notre débat. Sommes-nous encore en démocratie, qui est le titre de votre livre, là, aux éditions de l'Observatoire, avec une réflexion. Et pourquoi vous vous êtes posé cette question? Parce que Emmanuel Macron avait posé lui-même le débat devant des journalistes, là, c'est ça? Non, en fait, c'est une réflexion qui, pour ma part, me travaille depuis des années, puisque un de mes précédents livres, en 2017, Changer la vie, était sous-titré Pour une reconquête démocratique. C'est-à-dire que déjà, à ce moment-là, je pensais que c'était un des éléments essentiels, un des nœuds du problème, on va dire. Et il m'a semblé intéressant de creuser un peu plus cette question spécifique, dans la mesure où je la sentais dans toutes les têtes. C'est-à-dire que tout le monde se pose cette question. Et ça, attention, on va préciser une chose, et je l'explique dès le début. C'est-à-dire que la réflexion d'Emmanuel Macron à laquelle vous faites allusion, c'est un agacement devant des journalistes où il dit, mais il y a des gens qui disent qu'on est en dictature, allez-y en dictature et vous verrez, la dictature, c'est quand on ne change pas de gouvernement, c'est quand on n'a pas voix au chapitre. Mais pour ma part, quand je pose la question, sommes-nous encore en démocratie, je prétends pas que la réponse ce soit non, nous sommes en dictature. C'est pas l'un ou l'autre. Je trouve que c'est une absurdité de croire qu'il y aurait un réel qui serait totalement binaire, donc on est soit en démocratie et ce serait ce serait tout le temps la même chose, soit en dictature. Non, nous ne sommes pas en dictature, dans la mesure où, en effet, il y a des élections libres, je peux écrire ce livre, c'est donc bien la preuve qu'il y a une liberté d'expression, etc. Donc le problème n'est pas là. En revanche, nous sommes, j'en suis persuadée, dans une forme de démocratie totalement dégradée, pour beaucoup de raisons qui viennent à la fois des institutions, à la fois d'une confiscation du système démocratique par une caste, et dans ces cas-là, ça s'appelle l'oligarchie, et aussi par la dégradation de ce qui fait de nous des citoyens. Et là, il y a aussi une responsabilité plus générale, ou en tout cas, nous devons reprendre en main, chacun, ce qui fait de nous des citoyens. Est-ce que ça veut dire quand même qu'on est quand même dans une démocratie autoritaire? Alors, il y a une forme d'autoritarisme, c'est un phénomène que j'analyse dans le livre et qui me semble assez intéressant. À Marianne, on avait développé le concept de centrisme autoritaire, c'est-à-dire cette idée, et je pense que c'est assez important à comprendre, c'est-à-dire cette question, en fait, pourquoi ces gens qui se situent au milieu du paysage politique qu'on a tendance, de façon à mon avis fausse, à représenter comme une ligne, avec le centre qui serait modéré et puis les extrêmes qui seraient radicaux, je pense que c'est totalement faux. Et du coup, on n'arrive pas à penser ce paradoxe qui est que il y a au centre de l'échiquier politique, c'est-à-dire chez les libéraux de droite et de gauche, une tendance actuelle à une forme d'autoritarisme dont Emmanuel Macron est d'ailleurs un exemple parfait. C'est-à-dire que cet homme qui s'est fait élire avec cette idée qu'il fallait adapter la France à la globalisation, aller vers plus de dérégulation,
s'accommode très bien d'une pratique autoritaire du pouvoir. Et ça, je l'explique, c'est en fait parce que nous ne sommes plus tout à fait justement dans un système libéral, nous sommes dans un système néolibéral. Et le néolibéralisme, c'est très important de ne pas le confondre avec le libéralisme. Oui. Le néolibéralisme, c'est un cycle qui s'ouvre à la fin des années 1970, qui dérégule petit à petit toute l'économie, qui permet que la finance devienne une véritable industrie, qui impose le libre-échange généralisé comme un dogme absolu. Et parce que c'est un dogme, il n'y a plus d'acceptation des pensées divergentes. Et donc, on va vers une forme d'autoritarisme. Oui, et ça, d'ailleurs, vous l'expliquez, vous y revenez dans votre livre, vous dites à un moment donné, il y a certaines personnes qui ont commencé, c'était au moment du débat, par exemple, sur Maastricht. 2005, le référendum. Alors, 92, Maastricht, et 2005, le référendum sur le traité constitutionnel. Sur le traité. Non, mais il y a eu Maastricht dans un premier temps, et ensuite le référendum. Et vous dites que, à partir de ce moment-là, on n'a pas voulu entendre les autres voix qui ont été rejetées, considérés comme des gens qui... Je dirais que c'est pas à partir de ce moment-là, c'est le moment où au contraire on s'aperçoit de ça, où ça éclate au grand jour. Oui. C'est-à-dire que, parce que ça avait déjà eu lieu avec Maastricht, justement. Maastricht, c'est quand même le moment, souvenez-vous, où on explique que si on ne vote pas ce traité, c'est qu'on est pour la guerre, c'est qu'on est pour la xénophobie. Et ça a marché. En 92, les gens se sont dit, bah non, mais nous on veut la paix, on aime l'Europe comme projet, donc allons-y, on vote. Si aujourd'hui vous avez voté les gens, étant donné le recul, une majorité ne voterait plus Maastricht. Mais en 2005, c'est encore pire. C'est-à-dire que vous avez 95% grosso modo des médias officiels, officiels, c'est-à-dire des médias de grande écoute, des journaux qui font campagne, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement pour le oui, ils font campagne ouvertement pour le oui, en expliquant une fois de plus que si on est pour le non, c'est qu'on est xénophobe, c'est qu'on est rétrograde, c'est qu'on est raciste, c'est que... Voilà. Et malgré tout, on obtient 55% de non. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a un décrochage entre, on va dire, les représentants au sens large, les institutions, et la plupart des gens mettent les médias dans ces institutions, et les citoyens. Et au lieu d'en prendre conscience et de se dire que ça dénote un problème qu'il faudrait régler, eh bien, on refourgue le traité sous la forme du traité de Lisbonne, avec 90% des députés qui votent pour ce traité, ce qui signifie qu'en fait ils trahissent leur mandat de représentants. Alors je sais, on explique, ah oui mais c'était dans le programme de Nicolas Sarkozy en 2007, les gens ont voté pour ça. Mais ils ne se sont pas déterminés pour ça. Ils ont voté pour le reste, pour d'autres choses que prônait Nicolas Sarkozy. Mais si on leur avait demandé, est-ce que vous êtes pour qu'on vous refourgue le traité constitutionnel, évidemment. Et ça fait partie des remises en cause, entre guillemets, que de la démocratie, telle que vous l'évoquez là, avec d'autres mouvements dans l'histoire récente, le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Vous y revenez, c'est l'une des manifestations de la crise que traverse la démocratie, qui a été rejetée pourtant par certains. Mais bien sûr, mais c'est un moment très intéressant, les Gilets jaunes. Alors, encore une fois, là aussi, il faut sortir du manichéisme. Oui, ce mouvement a été petit à petit capté, c'est-à-dire tordu, il a changé d'objet. C'est-à-dire que les gens qui étaient au début tous ces petits entrepreneurs, artisans, indépendants, ces mères célibataires, etc., qui sont venus au départ, sont repartis parce que eux, ils avaient besoin de bosser, donc ils ne pouvaient pas. Et on a eu une captation du mouvement, d'abord un petit peu par l'extrême droite, mais pas tant que ça, mais surtout beaucoup par l'extrême gauche au bout d'un moment. Et ce n'était plus le même mouvement. Donc quand je parle des Gilets jaunes, je parle des toutes premières manifestations. Et là, on s'aperçoit, et c'est très intéressant, qu'on passe tout de suite d'une révolte fiscale, le sentiment d'injustice, parce qu'en gros, on dit aux gens, on vous a obligé à vous adapter à un système où vous travaillez loin de votre lieu d'habitation, vous êtes obligé de prendre la voiture, et maintenant, on vient vous accuser d'être les responsables de la fin du monde, et vous allez payer pour ça. C'est hallucinant. Donc, sentiment d'injustice, mais immédiatement, on voit surgir, et c'est ça que j'avais trouvé vraiment intéressant, une espèce de retour de 1789. C'est-à-dire des gens qui spontanément, alors qu'ils ne sont pas politisés, disent « je suis citoyen, je suis souverain ». C'est quand même fabuleux de sortir ça spontanément. Qui est presque un mot grossier aujourd'hui, souverain. Alors, il y a une étude qui va sortir de la Fondation Jean Jaurès sur la question de la souveraineté. C'est absolument passionnant. C'est-à-dire qu'ils ont interrogé dans différents pays européens. Eh bien, en Allemagne, par exemple, le mot souveraineté est jugé positivement par 70% des gens. Et d'ailleurs, moi, ça ne m'étonne pas du tout. Ça fait des années que je le dis. L'Allemagne est un pays non seulement souverainiste, mais nationaliste. C'est-à-dire que ça leur pose
pose aucun problème de défendre leurs intérêts. Il n'y a qu'en France qu'on a ce problème, on peut l'expliquer, hein, c'est historique, mais l'étude montre que les Français, en revanche, ne sont que 20% à considérer ce mot souveraineté comme positif. Vous vous rendez compte? Et pourquoi? Ça a été détourné. Ça a été beaucoup détourné, voilà, c'est ça. Bien sûr, il l'associe à la monarchie. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que justement, on a régressé de 2 siècles, 2 siècles de culture politique. C'est-à-dire que 1789, peut-être aussi c'est pour quoi? certains, c'était un enfermement, quoi. Oui, mais ça peut Patrick, être défendu. 1789, c'est l'idée que il n'y a plus un souverain de droit divin, un roi de droit divin qui nous dit ce que nous devons faire, nous sommes adultes, et donc le peuple souverain, c'est l'invention de 1789. C'est absolument majeur dans l'histoire de l'humanité, ce concept de peuple souverain. Eh bien, on a détruit cette culture politique du peuple français qui était celui qui avait inventé ça. Je trouve ça terrifiant. Allez, on va poursuivre. Oui, sommes-nous encore en démocratie? Et il y a des pistes dans ce livre, Natacha Polony, et notamment avec l'approche de 2022. Et puis le rejet, en fait, de certains de citoyens, on les considère comme des complotistes aujourd'hui, des néofascistes, etc., plutôt que de poser des questions et les mettre sur la table et d'en débattre. C'est ce qu'on va faire encore dans un instant sur Sud Radio. Et vous n'hésitez pas, 0826 300 300 si vous voulez poser des questions à Natacha Polony. Ça s'appelle Sommes-nous encore en démocratie, aux éditions de l'Observatoire. 9h33, appelez-nous 0826 300 300 pour parler avec Natacha Polony, avec ce livre Sommes-nous encore en démocratie, aux éditions de l'Observatoire. Et justement, Yves est avec nous en direct. Bonjour Yves, bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour Madame Natacha Polony. Bonjour. Voilà, alors je ne suis pas trop en accord avec ce que je viens d'entendre, mais c'est un peu normal étant donné mes positions depuis très très longtemps. Oui. Donc je vais expliquer facilement. Oui, dites en posant une question à Natacha, elle vous écoute. Oui. Voilà. Déjà, poser la question, on connaît la réponse dans la question. Sommes-nous en démocratie? Ça veut dire non, parce que si c'était oui, on ne ferait pas de livre. Bon, ça peut être oui, mais non. C'est plus subtil que ça. Non, c'est pas très subtil d'ailleurs. Et dans ce que je viens d'entendre et dans le livre que j'ai lu, il y a beaucoup d'amalgame. Et l'amalgame ne fait pas une réalité. Voilà ce que je veux dire. Oui. Si on est en démocratie, vous l'avez dit, mais vous le dites toujours en premier pour dire mais non, ça on l'a. Il y a il y a une constitution, des institutions, un pouvoir, un contre-pouvoir. Ça, nous l'avons. Nous sommes dans l'Europe. Si nous n'étions pas en démocratie, nous ne serions pas en Europe. Serions-nous en démocratie? Est-ce que la Tchéquie est une démocratie? Et oui. Est-ce que la Slovaquie est une démocratie? Oui. Est-ce que la Hongrie est une démocratie? Oui. Est-ce que la Pologne est une démocratie? Oui. Elles ne nous conviennent pas. Peut-être. Est-ce qu'il y a la liberté de la presse en France? Oui. Est-ce que, mettons, un journal peut être acheté par un oligarque de notre pays? Oui, tout cela existe. Donc, la démocratie, ce n'est pas si j'ose dire, avec un peu de sel, un peu de poivre, un peu oui, un peu non. Non, comme j'entends dire, ce n'est pas binaire. Eh bien si, justement, la démocratie est binaire. Alors, si je puis vous répondre, dire un petit exemple. Pardonnez-moi. Un petit exemple. Oui. On glorifie, et Madame Natacha Polony est d'accord aussi pour dire que les gilets jaunes, au début, parce qu'évidemment on dit vite au début, mais les gilets jaunes, je ne sais pas comment dire, je vais même dire un gros mot, c'était un foutage de gueule où toute la presse s'est engagée dedans. Ça ne représentait rien du tout. Ça ne représentait rien. 80% de soutien de l'opinion, je ne pense pas que ça représente rien. Laissez-moi finir. Oui, ça ne représentait rien. J'avais même téléphoné à Sud Radio. J'avais dit, vous savez, les gilets jaunes, tout à fait au début. Et à Sud Radio, j'étais très pour les gilets jaunes. Et j'avais dit, vous savez, aux prochaines élections, s'il y a une liste, ils représenteront à peu près 1%. Mais ça, on le sait très bien. C'est pas le problème. Je m'étais trompé, ils ont représenté moins de... Alors, cher Yves. Alors, Yves, Natacha Polony va vous répondre. D'abord, sur votre dernière remarque, c'était une évidence, en tout cas pour ma part, j'ai toujours su aussi que si les Gilets jaunes faisaient une liste, ils représenteraient moins de 1%, on le savait tous, puisque justement, c'est un mouvement populaire de citoyens, c'est pas un mouvement politique. Ce sont des gens qui ont alerté sur un problème
qui est politique au sens large, mais qui ne prétendait absolument pas apporter les réponses. Je me souviens encore de gens qui disaient « mais attendez, notre boulot n'est pas d'apporter les réponses, nous alertons les politiques et les représentants ». Ça, c'est une parenthèse. Après, mais pardon Yves, mais dans mon livre, je réponds exactement à toutes vos objections. C'est-à-dire que non, justement, la démocratie, pardon de vous le dire, ça ne se résume pas à la liberté d'expression, aux institutions. La démocratie, c'est une culture. C'est-à-dire, c'est une façon d'être qui permet à chacun d'être citoyen, c'est-à-dire autonome et responsable, doué de libre arbitre et donc capable de participer à la délibération pour le bien commun. Et ce que j'explique dans ce livre, c'est justement que c'est ça qui est abîmé. Il ne s'agit pas, bien sûr qu'on vote, on vote tous les 5 ans pour un roi thaumaturge. D'ailleurs, quand vous dites on a une constitution avec des pouvoirs et des contre-pouvoirs, excusez-moi de vous dire que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ça, c'est la 5e République de 1958. Mais ce qu'est devenue cette constitution n'est plus tout à fait démocratique dans le sens où les contre-pouvoirs ont été abîmés. Pourquoi ils ont été abîmés? Parce qu'ils existent encore, ces contre-pouvoirs, comme le dit... Justement, par exemple... Oui. Le poids de l'Assemblée nationale. En fait, dans la 5e République, vous avez un équilibre entre l'exécutif et le législatif, entre le président de la République et l'Assemblée nationale, avec un gouvernement, c'est l'article 20 de la Constitution, qui détermine et conduit la politique de la nation, parce qu'il est responsable devant l'Assemblée nationale. À partir du moment où vous faites coïncider le mandat présidentiel avec le mandat des députés, et où vous inversez le calendrier, alors c'est la fameuse inversion, c'est surtout le fait que vous faites coïncider, en fait, c'est-à-dire que les législatives arrivent juste après la présidentielle. Les Français étant logiques, ils donnent une majorité au président qui peut tenir pendant 5 ans sans avoir jamais à remettre en cause sa légitimité en demandant au gouvernement... C'est la démocratie qui a parlé, quoi, cette fois-ci, mais pour élire ses députés. On vient de le dire, la démocratie, ça nécessite des contre-pouvoirs. Oui. À partir du moment où pendant 5 ans, oui, mais ce sont les Français qui auraient pu voter un contre-pouvoir. Mais non, ils sont logiques, justement. Ils donnent une majorité à leur président pour que le président agisse. Mais ceux qui ont écrit la Constitution de la 5e République étaient intelligents. Ils ont compris qu'il fallait que le mandat des députés ne coïncide pas avec le mandat présidentiel pour qu'à un moment donné, durant ce mandat présidentiel, le président soit obligé de vérifier s'il avait toujours la confiance des citoyens. Et pour cela, il y a des législatives. Et si les législatives montrent que le président n'a plus la confiance des citoyens, eh bien ça donne une cohabitation. Alors, dans l'esprit de De Gaulle, c'était même pas une cohabitation. C'est-à-dire que quand on n'a plus la légitimité du peuple, on s'en va. Mais la logique, c'est qu'il peut y avoir une cohabitation. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un pouvoir illégitime? Ça veut dire qu'on a un pouvoir qui est considéré comme illégitime par une partie des gens, et on a un pouvoir, surtout, qui, en fait, joue sur une ambiguïté. C'est-à-dire que, parce qu'il y a eu un autre élément qui a déstabilisé nos institutions, c'est l'émergence du Front National. Le Front National est un parti qui, pour l'instant, ne peut pas avoir une majorité de suffrages pour des tas de raisons. D'abord, son histoire, le fait que donc vous avez une majorité de Français qui n'en veut pas quoi qu'il arrive, et donc vous avez un phénomène de blocage des institutions puisque vous avez des gens qui se mettent à voter contre le fameux barrage. Et quand vous avez par exemple l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, que les sondages le montrent, la moitié des gens qui ont voté Emmanuel Macron au premier tour, dès le premier tour, ne l'ont pas fait par adhésion à son programme, mais pour faire barrage au Front National. Vous voyez bien que Emmanuel Macron, il n'y a aucun doute là-dessus, est légitime. Il a été élu par les Français. En revanche, son programme est-il perçu comme légitime par les Français? C'est-à-dire, y a-t-il une majorité de Français qui veulent que ce programme soit appliqué? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on voit bien qu'il y a des tas de difficultés. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut se scandaliser, dire il n'est pas légitime, il n'a rien fait. C'est pas ça. Ça veut dire que lui, dans sa pratique du pouvoir, devrait tenir compte de cela. Et un simple exemple, discuter avec les oppositions, au lieu de rejeter, par exemple, au lieu que les députés de La République En Marche rejettent systématiquement tout amendement qui vient de l'opposition, ce qu'on a vu depuis 4 ans. En même temps, il avait élargi en prenant des gens de gauche et de droite, quoi. Il avait avec sa politique en même temps, quoi. C'est un autre problème de distorsion des institutions. C'est on va dire, la jonction entre les néolibéraux de droite et les néolibéraux de gauche. Parce que jusqu'à présent et pendant
30 ans à peu près, il y a eu une fausse alternance entre néolibéraux de droite, néolibéraux de gauche, mais ils adhéraient tous à cette idéologie néolibérale, à l'idée que le libre-échange avec plus ou moins, pour certains, des barrières ou pas. Oui, voilà, mais grosso modo, ils étaient d'accord. Et c'est pour ça que les Français ont l'impression que quoi qu'ils votent, la politique menée est la même. Et ça aussi, c'est très dangereux. C'est ce que dit Marine Le Pen, quoi. Du coup, vous rejoignez Marine Le Pen sur ce point. Quand Marine Le Pen dit qu'il fait beau, en effet, si on dit qu'il fait beau, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sur la même ligne. C'est simplement, ce que je veux vous dire, c'est que ça a bloqué les institutions. Le Front National, lui, fixe une partie de la colère, ce qui fait qu'elle ne peut pas être majoritaire. Et vous avez donc un paysage politique totalement bloqué, ce qui fait qu'il n'y a plus de débouchés politique à la colère de tous ceux qui sont les perdants de la globalisation. Et c'est ça qui est dangereux. Ce qu'on traite aujourd'hui majoritairement, c'est ce que vous dites, il y a tout un passage, et je vous invite à aller voir et à découvrir ce livre sur le populisme, populisme contre démocratie. On va continuer avec un autre auditeur. Oui, on a Franck qui est avec nous. Bonjour Franck, bienvenue. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Bonjour à tous. J'aime bien Natacha Polony. Je ne suis pas forcément d'accord avec toutes ces solutions. C'est la démocratie. Sur les constats, je suis globalement d'accord. Moi, au niveau démocratie, je me référais plutôt à Étienne Chouard. Je crois qu'il avait travaillé pas mal sur ces concepts sur le RIC, sur votre radio. Sur le RIC. Et puis sur le fait, la différence entre voter et lire, c'est pas la même chose. Voter, je vote une loi, et lire quelqu'un, j'élis un représentant. Et comme effectivement, alors moi par exemple, comme Étienne Chouard, c'est pas mon gourou, Ah bah oui, parce que là j'ai l'impression que vous le citez deux fois. J'essaye de donner des références pour l'auditeur. Comme Étienne Chouard, j'ai longtemps voté, entre guillemets, à gauche. Alors, je votais socialiste, je votais écolo. Non, je votais libéral. Et ce qui est maintenant que j'ai envie de dire que j'ai pris un peu plus conscience, je ne dis pas que je suis éveillé, mais j'ai pris un peu plus conscience, j'ai bien compris que Hollande, Valls et compagnie, par rapport au socialisme défini par Marx et compagnie, on est à des années-lumière de ça. Et d'ailleurs, j'en veux beaucoup. Et vous votez aujourd'hui pour quel parti, si c'est pas trop indiscret? Non, c'est pas trop indiscret. Je vote clairement Mélenchon parce que c'est celui qui se rapproche le plus on va dire, d'une idée de la démocratie que je me fais, outre le côté écolo et social. La question que je voulais poser, c'était à Natacha Polony et éventuellement aux auditeurs qui peuvent y réfléchir. Quel autre parti, ou plutôt quel autre mouvement, parce qu'encore une fois, la France Insoumise, c'est un mouvement, c'est pas un parti. Vous pouvez être communiste, socialiste, apolitique ou autre, et puis adhérer aux thèses de la France Insoumise, et c'est mon cas. Quel autre parti propose la reconnaissance du vote blanc, la révocation possible des élus, la 6e République avec une constituante constituée de gens du peuple et pas de professionnels de la politique qui vont nous la mettre à l'envers comme d'habitude. Voilà, donc quel est l'autre parti qui propose ça aux citoyens français? Alors voilà, vous parlez surtout des élites, Natacha Polony. Natacha le dit, nous sommes à la croisée des chemins dans votre livre. Alors Natacha. Franck, plusieurs choses. Bon, d'abord, moi je peux partager énormément de choses avec la France Insoumise, et puis sur d'autres points, je suis radicalement en désaccord avec eux. Pour le dire simplement, nous nous rejoignons sur les questions sociales, sur la critique du système. En revanche, j'estime, et je sais que ça met très très fort en colère Jean-Luc Mélenchon qu'on lui fasse remarquer cela, qu'il a abandonné cette dimension, j'allais dire, de gauche républicaine qui a fait son succès en 2017 pour aller vers une vision beaucoup plus complaisante vis-à-vis du communautarisme qui, moi, me semble extrêmement problématique, justement parce que c'est une fracturation de la démocratie en tant que, c'est-à-dire du peuple en tant que communauté nationale. Bon, premier point. Deuxième point, sur Étienne Chouard et la question de la différence entre élire et voter. C'est tout à fait juste, cette question-là. Et dans mon livre, j'essaye d'expliquer ce que signifie être citoyen. Je rappelle que Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, définissait le citoyen non pas comme celui qui peut voter des choses ou celui qui peut être gouverné, mais comme celui qui peut gouverner, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors évidemment,
Athènes, 5e siècle, c'est une cité, le nombre de citoyens est réduit, la démocratie directe est facile à organiser. C'est autre chose aujourd'hui. C'est pour ça que, pour ma part, je ne suis pas contre la démocratie représentative. Je pense que les réflexions actuelles sur la démocratie directe, notamment le RIC, etc., sont très intéressantes parce que, de fait, il y a une crise majeure de la démocratie représentative. On le disait tout à l'heure, les représentants ne représentent plus. Pour des tas de raisons. Donc, la question, c'est de savoir comment on réinsuffle de la démocratie dans cette démocratie représentative. Et je pense que certaines formes de démocratie directe sont nécessaires, surtout avec les outils actuels, les outils numériques. En revanche, des référendums, etc. Alors, oui, par exemple, bien sûr. Il y a certaines choses qui existent, par exemple en Suisse, qui est un pays qui a une culture démocratique beaucoup plus forte que la nôtre, qui me semble intéressante. Après, je pense que la question, c'est aussi une question sociale. C'est-à-dire que si vous demandez en France combien de gens se disent que potentiellement ils pourraient être parmi les représentants, en fait c'est très très faible. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ça ne peut marcher, la démocratie représentative, que si vous avez un renouvellement des élites. Le principe, la promesse républicaine, c'est quoi ? C'est la méritocratie, c'est-à-dire les élites ont été sélectionnées parmi tout le peuple. Et elles l'ont été, non pas sur des critères de naissance, etc., mais sur des critères de mérite. Alors, bien sûr, on peut ergoter, le mérite, c'est une fiction nécessaire. C'est-à-dire, oui, on ne part pas tous avec les mêmes chances dans la vie, mais d'abord, si l'école fonctionne, ça permet quand même de compenser une partie de cette inégalité. Ce n'est plus ce que permet l'école. Et ensuite, il faut que l'ensemble de la société travaille des mécanismes qui permettent ce renouvellement des élites. Or, ce n'est pas le cas. La France est une société totalement bloquée et du coup, les gens qui sont représentants, qui sont élus, appartiennent tous à la même classe sociale et défendent des intérêts de classe. Sauf qu'il y a des députés qui viennent de la société civile, qui sont des petits chefs. Le problème n'est pas société civile ou pas. Le problème. Oui, mais ce sont des chefs d'entreprise, ce ne sont pas des gens qui sont issus du chefs d'entreprise. On est bien d'accord. Société civile, je suis d'accord. Et c'est sain qu'il n'y ait pas que des hauts fonctionnaires en politique. Et je pense que c'est même un des gros problèmes, la haute fonction publique. Oui, mais pourquoi aujourd'hui on leur reproche justement de ne pas être aussi, suffisamment aguerris moi, je ne leur reproche pas ça. Je constate qu'au contraire, le problème, c'est que l'Assemblée nationale n'a jamais été à ce point monocolore socialement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le moindre ouvrier, le moindre petit employé à l'Assemblée nationale. Alors oui, il y a de la société civile, il y a beaucoup de médecins, traditionnellement. Il y a un petit peu de chefs d'entreprise, ça a changé, c'est vrai, ils n'étaient pas assez présents jusqu'à présent, mais en revanche, il n'y a pas d'ouvriers. C'est vrai, il y en a peu, ou alors ils venaient. Oui, il y a une aide soignante à la France Insoumise, par exemple, voilà, mais il y en a peu. Et surtout, vous avez aujourd'hui, quand on atteint des taux d'abstention de quasiment 60%, c'était 57% aux législatives de 2017. Mais qui a cessé de voter ? Les plus pauvres. Ça veut dire que les plus pauvres ne croient plus en la démocratie, mais du coup, ils ne défendent plus leurs propres intérêts. Voilà, toutes les questions qui sont posées dans ce livre. Sommes-nous encore en démocratie ? Avec des réponses, quand même. Ça se termine avec des réponses dans ce livre aux éditions de l'Observatoire. Natacha Polony, en tout cas, ça directrice du magazine. Marianne, merci pour vos appels également. Merci beaucoup. Et Natacha, que l'on retrouve régulièrement sur Sud Radio.